Bonjour à tous, vous êtes bien sur Skyrock PLM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux membres du GMHM, le groupe militaire de haute montagne basé à Chamonix, un groupe d'élite de l'armée de terre. Alors bonjour au lieutenant-colonel Jacques Olivier et au chasseur Clovis. Bonjour Léa. Bonjour, merci de nous recevoir. Et merci également d'être avec nous ici à Paris dans le studio de Skyrock PLM. Alors Jacques Olivier, c'est toi qui commandes ce groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer vos missions? Alors oui, j'ai la chance de commander ce groupe depuis 2020 maintenant, donc ça fait quelques années. Le groupe militaire de haute montagne est basé à Chamonix, au cœur de l'école militaire de haute montagne, qui est le pôle d'excellence montagne et grand froid de l'armée de terre. Le groupe, c'est une dizaine d'alpinistes recrutés parmi les meilleurs alpinistes des armées. Notre mission est de garantir à l'armée de terre l'expérience, les savoir-faire et les techniques qui sont nécessaires pour maîtriser les milieux les plus inhospitaliers de la planète, et en particulier le milieu montagneux et le milieu grand froid. Donc pour cela, c'est simple, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller se confronter à ces milieux-là physiquement. Et donc c'est pour ça que le groupe réalise des expéditions depuis une cinquantaine d'années maintenant. Il a été créé en 1976. On vous en parlera tout à l'heure. Clovis et moi, on rentre par exemple d'Inde, en Himalaya, où on est allé tenter un sommet qui s'appelle le Chokamba 3, et qui est un sommet qui culmine à un petit peu moins de 7000 mètres. Assez haut du coup. Assez haut. Et donc vous réalisez effectivement régulièrement des ascensions, des raids dans les milieux des grands froids. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces missions? L'objectif, c'est d'aller chercher de l'expérience pour ensuite la transmettre aux forces. Les milieux grands froids et les milieux de haute montagne sont des milieux très convoités, et donc l'objectif, c'est d'être capable d'intervenir dans ces milieux. Donc le groupe a pour mission d'aller chercher ces techniques, de maîtriser ces techniques, et ensuite de les transmettre. Notre premier public, c'est le groupement commando montagne, qui appartient à la 27e brigade d'infanterie de montagne. Donc c'est le public avec lequel on a l'habitude de travailler. Et par exemple, tous les ans, tous les hivers, on part avec eux au Groenland, donc dans le cercle polaire arctique, pour réaliser une mission de 3 semaines en autonomie complète. L'objectif, ça va être de leur transmettre toutes ces connaissances pour qu'ils soient capables d'être autonomes dans le grand froid. Donc ça, c'est un exemple très concret d'application opérationnelle de nos activités. Et là, tu l'as évoqué tout à l'heure, vous revenez d'une grosse mission en Inde. Alors justement, on va en parler. Vous êtes allé gravir un sommet à plus de 7000 mètres d'altitude. Est-ce que vous avez réussi? Et non, on a raté. Mais ça fait partie aussi de la formation, l'entraînement. De toute façon, pour 50 sommets tentés, il y en a peut-être 4 qu'on va réussir. Et c'est un milieu qui est très incertain, qui est complexe. Et c'est pas parce que on est entre guillemets des professionnels de la montagne qu'on réussit systématiquement ce qu'on entreprend. D'ailleurs, Clovis pourra vous en parler. C'est un petit peu le sel, ce qui fait un petit peu l'intérêt de notre activité, c'est qu'on n'est jamais sûr de réussir ce qu'on va faire. Sinon, ça aurait pas trop de saveur finalement. Donc cette année, on a réalisé plusieurs expéditions, et la dernière, c'était cet automne. On est parti le groupe en Himalaya, et on s'est réparti en 3 détachements. Il y a un premier détachement qui était dans la région l'Himachal Pradesh en Inde, et qui a tenté de faire une ascension avec une approche et un retour en parapente. Donc l'objectif pour l'équipe, c'était, donc ils étaient 4, c'était de rallier un sommet de plus de 6000 mètres en parapente et de revenir au camp de base en parapente. Eux aussi, ils ont pris beaucoup d'expérience, ils ont rencontré pas mal de difficultés au niveau nébulosité, aérologie. Typiquement, c'était la première grosse expérience parapente en altitude pour le groupe, et il va y avoir beaucoup de retours d'expérience et de débriefing à faire. Le deuxième détachement, c'était le caporal-chef Billon, qui partait lui au Népal pour réaliser un sommet qui s'appelle le Januest, qui est un sommet qui culmine à plus de 7400 mètres et qui présente une face nord qui reste ingravie. Les meilleurs alpinistes du monde considèrent que c'est l'un des derniers grands problèmes de l'Himalaya. Et Léo Billon, pour ceux qui le connaissent, c'est un des alpinistes très très talentueux de sa génération. Peut-être l'un des meilleurs alpinistes français, moi je peux me permettre de le dire. Peut-être même du monde. Peut-être même du monde. Et il partait cette fois-ci avec 2 civils, Benjamin Védrine, qui est très connu dans le monde de l'alpinisme, et Nicolas Jean. Donc s'il y a bien 3 personnes qui pouvaient tenter en tout cas ce sommet, c'était eux 3. Et finalement, eux aussi ont rencontré des difficultés. Ils ont eux aussi recueilli un alpiniste en détresse lors de leur descente en rappel. Mais finalement, au 2e jour de leur ascension, Léo est tombé malade, puisqu'en altitude, on est confronté à des difficultés liées à la baisse de pression. Il a commencé à avoir les premiers symptômes de ce qu'on appelle le MAM, le mal aigu des montagnes, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le corps. Et potentiellement, il faut être capable d'anticiper l'arrivée d'un mal trop aigu
pour avoir le temps de redescendre et pas se mettre en danger. Donc finalement, au deuxième jour d'ascension, à environ 6800 mètres, la cordée a décidé de faire demi-tour. Le sommet reste ingravi et la face reste toujours à prendre, donc peut-être qu'ils y retourneront dans les prochaines années. Et puis la troisième expédition qui était organisée, c'était la nôtre avec Clovis. On était 5 au départ. Le chasseur Clovis Paulin qui est à côté de moi, le chasseur Amaury Fouillade, 2 jeunes recrues qui sont arrivés il y a 6 mois au groupe, et le sergent Vivien Berlot qui lui aussi est une jeune recrue pour le groupe, mais qui en revanche lui vient du monde des opérations. C'est un ancien commando montagne, il a déjà une douzaine d'années d'expérience au sein des armées, au sein de l'armée de terre. Et puis on avait un doc, puisque quand on part sur ce type d'expédition, généralement on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le service de santé des armées, et donc on part avec un docteur qui nous aide à aborder l'altitude, à nous acclimater correctement et à nous préparer pour que les choses se passent bien. Donc c'était le médecin-chef Natacha, voilà, qui nous a accompagnés durant ces 5 semaines. Et donc nous, on est parti sur un sommet vierge aussi, le Chocamba, qui est un sommet qui culmine à 6980 mètres. Et l'objectif, c'était de tenter un pilier est vierge tous les 4. Sans le doc. Le doc généralement reste au camp de base pour être en mesure d'intervenir en cas de problème, au moins en télémédecine, puisqu'il peut pas intervenir dans la phase seul, mais il nous aide à interpréter certains symptômes et il est là au camp de base quand on rentre si jamais on a un gros souci. Et typiquement cette année, par exemple, une fracture pendant l'acclimatation, Amaury s'est cassé la main à la descente, il a légèrement glissé et il s'est cassé la main, donc il a été rapatrié, et Natacha nous a aidé à diagnostiquer la fracture et à prendre la décision du rapatriement. Typiquement, c'est à ça que peut servir le docteur sur place. Une fois donc notre phase d'acclimatation passée, donc une phase d'acclimatation, c'est un moment où on fait un sommet plus petit que celui visé. On fait un sommet plus petit pour habituer notre corps à monter en altitude, pour éviter le mal aigu de montagne justement. Et une fois qu'on a fait cette acclimatation, on est parti sur notre sommet principal qui était le Chocamba 3, et il y avait une autre équipe d'américaines, une américaine et une anglaise, qui tentaient exactement le même sommet que nous, et il s'est avéré qu'elles étaient coincées sur la paroi et on a finalement dû aller les secourir plutôt que faire notre ascension. On s'est rapidement rendu compte qu'on était les seuls dans la zone à pouvoir les aider. On était en relation avec l'Indian Air Force qui a détaché 2 hélicoptères sur zone pour tenter d'aller les secourir. On s'est rendu compte aussi qu'ils n'ont pas réussi à les voir, qu'ils n'ont pas réussi à intervenir. Donc à force de réflexion, on a pris la décision de tenter de les aider pour les aider à redescendre. Ça n'a pas été une décision spontanée, ça a été un peu une chronologie d'événements qui a abouti à un secours en fait. Quand on préparait nos affaires, la veille de notre départ sur la montagne, on savait que l'équipe de Faye et Michel était en train de tenter l'ascension depuis 4 jours. Donc potentiellement, elles avaient déjà atteint le sommet. Ça pouvait potentiellement amputer un peu notre motivation puisque c'est une première. Donc le sommet n'est jamais gravi et la face non plus. Donc en alpinisme, c'est quelque chose qui compte beaucoup quand même, la notion de première et d'ouverture. Et si elle l'avait déjà fait, nous, on aurait peut-être changé d'ascension ou autre chose. Donc en prenant des nouvelles de cette cordée auprès de l'Indian Mountaineering Foundation, qui est la fondation qui délivre les permis d'ascension, on ne fait pas de la montagne où on veut quand on veut dans ces montagnes, et l'Indian Mountaineering Foundation nous informe que les filles ont fait tomber leur sac, elles sont en détresse et qu'elles sont bloquées. À ce moment-là, on nous dit de nous préparer à intervenir, et on n'en sait pas trop plus. Finalement, c'était très compliqué la communication parce qu'on avait seulement un téléphone satellite et beaucoup d'intermédiaires. Un téléphone satellite qui fonctionnait mal. Qui était défaillant. Qui était assez défaillant, et donc du coup on avait vraiment des informations parcellaires sur l'état réel des filles, sur comment elles se sentaient, sur leur capacité réelle à descendre ou pas de la montagne. Et du coup, nous, à partir de 16h, faut vraiment imaginer que déjà, on sait qu'il y a d'autres personnes sur la montagne. Donc, comme le dit Clovis, une motivation, elle est quand même un peu malmenée, parce que c'est une chose de prendre des risques pour aller en montagne, mais quand en plus de ça, il y a une cordée qui a fait le sommet juste avant vous, alors que ça fait 1 an que vous vous projetez sur cette montagne, que vous vous y préparez et que vous imaginez être les premiers à fouler les derniers mètres. Quand finalement la montagne a déjà été faite, vous vous demandez si ça vaut le coup de prendre autant de risques pour refaire quelque chose qui a déjà été fait. Sans compter que, est-ce que nous, on va être capable de refaire la chose qui a déjà été faite? On a beau être le groupe militaire de haute montagne, on n'est jamais sûr de réussir. Et donc si en plus on bute, c'est dans le jargon alpinistique, ça veut dire on n'y arrive pas, alors même que 2 alpinistes ont réussi avant nous, ça met une petite pression supplémentaire qui est un petit peu malsaine. Mais c'est tellement humain comme sentiment et comme réaction qu'on peut pas s'empêcher d'y penser. Quand on apprend, on était en train de préparer nos lyophilisés dans la tente et faire nos petites portions en les pesant au gramme près pour pas porter trop de choses. Quand on apprend qu'elles
sont en détresse, notre première action, on s'effondre un peu. On se dit non, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre sommet, il est en train de s'envoler, que notre ascension, c'est terminé. Est-ce qu'on va même être capable d'aller les chercher? Il y a quand même toujours le suraccident auquel on pense. Et si jamais l'un de nous se blesse en y allant, et si. Au début, on a su qu'elles avaient fait tomber des sacs. Faut imaginer qu'à ces altitudes-là, la nuit, il fait entre moins 15 et moins 20 degrés. Si elles ont perdu leur tente et leur duvet, elles ne passent pas une nuit. On a imaginé aller chercher des corps. Donc, on a vraiment imaginé des choses pas agréables. On s'est demandé si on trouvait les corps, si on les descendait, si on faisait que des photos. 2-3 heures après, on a réussi à avoir le compagnon de Faye, qui nous a donné quand même pas mal d'informations. Par chance, il a réussi à appeler sur nos téléphones satellites, qui normalement ne peut appeler que en Inde. Alors... Plutôt un coup de chance en fin de compte. Exactement, coup de chance. Le compagnon de Faye arrive à nous appeler sur notre téléphone, qui était allumé à ce moment-là. Il fallait aussi que... Et qui nous donne les informations de ce qu'elles ont et ce qu'elles n'ont pas. À ce moment-là, nous, on prépare un sac pour potentiellement il leur soit livré en hélicoptère avec exactement le matériel dont elles ont besoin et un talkie-walkie pour qu'elles puissent communiquer avec nous, parce qu'elles ont fait tomber tous leurs moyens de communication. Il leur en restait un qui nécessitait la batterie sur un iPhone qui lui n'avait plus de batterie après avoir passé l'alerte. Il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que on savait qu'il y avait une situation peu agréable pour elle. Moi, j'ai pas très bien dormi. Ouais. Oui, je peux comprendre. Dans la nuit du jeudi au vendredi, on s'est réveillé le matin quand on s'est retrouvé à 7h au petit-déj. On était un peu marqué par la situation et dans une incertitude pas facile à accepter avant le départ. Du coup, on a fini le sac, on se prépare aux deux hypothèses. Si les hélicos, par miracle, de l'armée indienne arrivent à cette altitude à aller les chercher, ils les récupèrent, ils les sortent et nous, on peut se reconcentrer à nouveau sur notre objectif et notre ascension. Et puis en plus, le sommet reste vierge, donc la motivation reste entière, intacte. Surtout si elles sortent en bon état et vivantes et que tout est bien, qui finit bien pour elles. Et puis si jamais, au contraire, on se rend compte que les hélicoptères n'y parviennent pas, si on arrive à les repérer dans la face, ce qui était quand même une des conditions indispensables, c'était de les repérer. On est en tout cas tous les trois d'accord pour aller les chercher. On a beau être militaire, c'est moi le chef, mais quand on part sur un sauvetage improvisé, c'est pas la chaîne de commandement qui nous a appelés, c'est pas mon chef de corps qui m'a appelé en me disant Jacques-Olivier, il faut aller les chercher. Donc vous changez votre mission, vous y allez. Là, c'est vraiment 3 alpinistes qui sont allés donner un coup de main à 2 alpinistes. C'était plus de la cohésion montagnarde, ouais, de la solidarité montagnarde qu'un ordre réel. Ça n'aurait pas eu de sens en fait que l'ordre vienne du haut ou vienne de moi. Donc on en a vraiment discuté tous les 3 et on est tombé d'accord pour y aller en considérant tous les 3 que d'un point de vue éthique et d'un point de vue du point de vue de la solidarité, on souhaitait aller les aider. Si l'un de nous avait décidé finalement de lever la main en disant qu'il se sentait pas d'aller faire ce secours, on se serait probablement réorganisé à 2, en tout cas, on aurait accepté sa décision. Voilà, il était hors de question qu'en tant que chef, je donne un ordre très vertical à l'équipe par rapport à cette mission qui n'en était pas vraiment une. C'était là, il y avait de la solidarité, de l'humanité en jeu plus que notre statut de militaire. Voilà, c'est ça qui me paraissait important, en tout cas, qu'on arrive à s'imbloter tous les 3. Et c'est ça qui est beau, justement, dans ce sauvetage, dans ce geste. Et alors, pour recontextualiser pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, les 2 alpinistes, justement, elles étaient donc, si je me trompe pas, sur une paroi assez raide, bloquée à 6000 mètres d'altitude. Tu l'as dit, elles ont fait tomber beaucoup de matériel. Comment justement, elles arrivaient à tenir, à dormir, à récupérer un petit peu pour pas tomber d'épuisement et tout lâcher? On ne sait pas comment on peut réagir aussi face au stress dans ces moments-là. C'est ce que disait très bien Clovis tout à l'heure, c'est que c'est pour ça que nous on a eu énormément de doutes et de réflexions sur l'état dans lequel on allait les retrouver. Parce que quand on est à 6200 mètres d'altitude, sans duvet, sans réchaud, sans tente. Sans réchaud, ça veut dire pas de possibilité de faire fondre de la neige, et donc de boire, de s'hydrater, et pas de possibilité de se nourrir. Donc du coup, on s'est vraiment dit, bah là, si elles sont plus en mesure de descendre de la montagne, et qu'en plus, elles ont plus moyen de se préserver et de bivouaquer, ça peut aller très très vite. Ça peut vraiment être un sujet. À ces altitudes-là, le corps se déshydrate très rapidement, et la déshydratation est un facteur qui démultiplie les risques de mal aigu des montagnes. Typiquement, si vous buvez pas, vous avez une chance sur 2 de finir par avoir des gelures aux extrémités, de perdre vos doigts, de perdre vos orteils, donc et de mourir tout simplement. On s'est vraiment mis aussi dans la tête l'idée de se dire, il faut pas qu'on traîne trop quand même.
parce qu'elles tiendront pas une semaine à cette altitude sans aucun matériel. Et donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de se mettre en route, de maintenir le départ le lendemain, Clovis. Voilà. Alors oui, comme tu disais, elles étaient coincées dans une paroi verticale sur une vire. Donc une vire, c'est un replat dans une paroi. Et c'est ça qui faisait qu'elles étaient coincées, parce que pour se déplacer dans une paroi, on a besoin de beaucoup de matériel, donc pour faire une descente en rappel par exemple. Et elles n'avaient plus de quoi faire une descente en rappel. Donc elles étaient coincées. Nous, notre camp de base, il était à une journée de marche, d'approche de la paroi. Donc entre notre camp de base, notre départ et le pied de la paroi, on avait déjà une journée de marche. Donc on est parti de notre camp de base pour rejoindre un col en direction de la paroi. Et de ce col, on a décidé on a vu les hélicoptères indiens déjà échouer. C'était très difficile, comme le dit Clovis, d'imaginer un treuillage comme pourrait le faire le peloton de gendarmerie de haute montagne, par exemple dans le massif du Mont Blanc. Quand il y a quelqu'un en perdition, ils sont capables des plus grandes prouesses et d'aller chercher quelqu'un en faisant descendre un câble, de le récupérer, de l'attacher et de le sortir comme ça. Ils n'y arrivent pas systématiquement, mais parfois ils arrivent à faire des sauvetages incroyables. Si vous rajoutez à ça le fait que la face et la montagne est isolée, et qu'en plus vous y rajoutez une altitude de 6000 mètres, avec une météo changeante qui s'est systématiquement dégradée à partir de midi. Nous, quand on arrive au camp de base avancé la veille du secours, on a pris une tempête de neige pendant tout l'après-midi. Et en gros, on n'a pas vu la phase de midi à 21h. Il faut quand même saluer le travail qu'a fait l'Indian Air Force, parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient en ressources pendant 3 jours pour tenter de localiser les filles, d'aller les aider au mieux. Mais la configuration du terrain dans laquelle les filles étaient en détresse et étaient perdues n'a pas permis aux Indiens de les trouver et d'aller les chercher, quoi. C'est vraiment pas lié à l'énergie que les Indiens ont mis dans ce secours, c'est simplement lié à la zone dans laquelle ils étaient, quoi. Et au final, du coup, on voit les hélicoptères qui échouent leur secours. Nous, comme disait Jacques-Olivier, on est arrivé à notre col rapproché de la face, depuis lequel on voyait très bien la face normalement, sauf que la première après-midi, on a pris une tempête de neige avec des vents environ 40-50 km/h et de la neige tout l'après-midi, qui a fait que on savait que les filles étaient encore dans la face, par contre on n'avait pas pu les localiser exactement. Donc pour nous, c'était impossible de partir dans la face sans savoir où elles étaient. On a décidé d'attendre le lendemain matin, même la nuit où le temps s'est dégagé. C'était comme ça à peu près tous les jours. Il faisait beau le matin, et il faisait mauvais l'après-midi, et à la tombée de la nuit, le temps se dégageait. Et du coup, on a décidé de les localiser. On a fait des appels de lampe frontale pendant très longtemps. Elles n'ont pas répondu, jusqu'à ce que Vivien, donc le troisième qui n'est pas là aujourd'hui, par hasard sorte la nuit de la tente pour les faire pipi une dernière fois. Et là, il nous a hurlé, les gars, frontal. On a vu des lumières dans la face. Donc là, on était vraiment contents parce qu'on savait qu'il y en avait au moins une des deux qui était en vie. Et du coup, on est vraiment content, on est soulagé. Et on décide d'attendre quand même le lendemain matin, parce que déjà, il faut qu'on se repose, et pour les localiser exactement dans la face. Parce que nous, on a aperçu une frontale dans la nuit, mais la face est encore loin, on n'a pas leur position exacte. Donc on attend le lever du jour le lendemain matin, à l'aide d'une paire de jumelles, on les localise exactement. On est encore à peu près à 1,5 km, 2 km de la face à ce moment-là. Donc le lendemain matin, à 8h, on part en direction de la fameuse face, un peu tard. On aurait préféré être plus tôt parce que en alpinisme, on est très souvent dépendant du regel, et le soleil qui réchauffe la neige fait tomber des pierres, surtout dans une face qui est exposée à l'est, ce qui est le cas de notre face. Donc au bout de 4 heures d'approche et environ 600 mètres de dénivelé, on arrive au pied de la face. À ce moment-là, justement, il y avait un moment assez critique où il y avait une grande traversée pour rejoindre la partie la plus verticale de la face. On s'est quand même tous concertés parce que c'était vraiment très dangereux. Il y avait beaucoup de chutes de pierres, et on s'est vraiment demandé si on prenait le risque d'y aller ou pas. Mais par contre, on savait que si on n'y allait pas ce jour-là, on compromettait vraiment la survie des filles. Et par contre, si on décidait d'y aller ce jour-là, on prenait plus de risques pour notre vie. C'est dur quand même comme choix. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, personnellement, la question que je me suis posée, c'est est-ce que pour le sommet, je traverserais cet endroit-là? Moi, ma conclusion, ça a été que pour le sommet, je l'aurais fait. Donc pour les filles, je le faisais, c'était inné. Moi, je me suis dit que pour le sommet, je l'aurais pas fait, et que j'aurais attendu que les conditions de regel soient à nouveau favorables pour franchir. Et je crois que Vivien était à peu près dans le même état d'esprit que moi. Et donc du coup là, on s'est quand même arrêté un moment, parce que là, clairement, on était dans la situation où
S'il y en a un de nous trois qui lève la main en disant moi je le sens pas, on attend, on aurait potentiellement soit divisé la cordée en deux, soit on aurait attendu tous les trois. Alors finalement on prend la décision d'y aller malgré le risque. On essaie de s'organiser correctement, on réorganise notre progression pour réduire le risque au maximum. Donc typiquement Clovis passe devant, il y en a un de nous à l'arrière qui guette les rochers qui tombent et qui se décèle et qui roule. C'est un peu particulier parce qu'un gros rocher qui se détache de la montagne et qui roule, il rebondit. Et on a beau le voir arriver de loin, alors sauf s'il tombe à 400 mètres de vous évidemment, mais quand il tombe dans les 30 mètres au-dessus de votre tête, vous savez jamais si à la fin, il va pas arriver sur la quille que vous représentez sur le passage. Ouais. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'il y en a un de nous qui était hors de danger, qui guettait la montagne, et en cas de chute de pierre, qui prévenait celui qui était en train de traverser. Donc Clovis traverse, il fait la même chose, il se retourne une fois à l'abri, Vivien traverse, et là, il y a un micro-ondes qui s'est détaché de la montagne. Et donc Clovis a prévenu Vivien, a hurlé pour prévenir Vivien. Vivien s'est fait le plus petit possible. Dans ce cas-là, on regarde la pierre, on regarde le rocher, parce qu'il faut pas le quitter des yeux en fait. On sait jamais ce qui peut se passer pour pas qu'il nous rebondisse dessus. Et il a frôlé, il a sifflé aux oreilles de Vivien, et il est passé. Mais là, c'était vraiment un moment très désagréable. Et typiquement, si ça avait été que pour le sommet, je pense qu'on aurait été deux à dire là on fait une pause, on attend que ça aille mieux avant de continuer. C'est marrant, au bout de cette traversée, pareil encore, j'ai encore les images, je filme et j'explique ce qui vient de se passer et je dis bah là on vient de vivre un passage critique, c'était très dangereux, et à la fin de la vidéo je dis ah bah là, ce passage-là, on le refait pas le matin, on le refait à l'ombre. Et il me rejoint et il me dit, ce passage-là, on le refait pas le matin, on le fait que à l'ombre. C'est exactement la même chose que je viens de dire. On était vraiment d'accord pour dire qu'il fallait plus faire ce qu'on venait de faire, mais en fait, c'était inévitable pour sauver les filles, quoi. Et ce qui a fait pencher la balance par rapport au fait qu'on s'est dit qu'il fallait y aller maintenant, c'est que une nouvelle fois, les hélicos venaient de survoler la zone. Une nouvelle fois, les hélicos venaient de repartir sans avoir pu les localiser précisément et sans avoir pu leur déposer un sac. Là, ça faisait 2 fois, par grand beau temps. On savait que ça ne fonctionnerait pas avec les hélicoptères. On en était un peu déjà conscient, mais là, on a la confirmation concrète que on sera les seuls à pouvoir aller aider les filles et les seuls à intervenir dans la zone. Nous, on observait les filles à la jumelle sur leur vire à 300 mètres au-dessus de nous, et on voyait 2 petits points, 2 silhouettes qui avaient un duvet pour 2, et c'était un duvet orange. C'est la seule chose flashy qu'elles avaient, et donc elles sont servées comme PN2A. C'est une espèce de panneau réfléchissant qu'on utilise pour marquer notre position durant les opérations et pour que les hélicoptères nous repèrent. Évidemment, quand on est alpiniste, on n'a pas un PN2A avec toi parce que c'est quand même une bâche assez lourde, même s'il en existe de différentes tailles. Et elles utilisaient leur duvet en faisant des grands signes avec ce duvet orange, je m'en souviendrai toujours, pour essayer de faire en sorte que l'hélicoptère les repère. Et donc finalement, elles sont pas repérées. Et à partir du moment où les hélicoptères repartent, nous, on était dans cette zone de prise de décision. Elles commencent à descendre, un rappel. On a l'info qu'elles ont qu'une corde de 60 mètres. Donc ça veut dire qu'elles font des petits tronçons de 30 mètres pour descendre en rappel. Dans une phase de 300 ou 400 mètres, c'est très très long de descendre avec 30 mètres de corde. Ça rend la descente encore plus complexe et encore plus dangereuse. Quand vous avez 60 mètres de corde pour trouver et construire le relais suivant, c'est-à-dire la zone à partir de laquelle vous allez continuer à descendre, eh ben, vous avez plus de chances de trouver une zone adaptée que quand vous avez que 30 mètres et que vous faites des tout petits. Donc c'est beaucoup plus long. Là, on n'a plus le choix. Faut faire la jonction avant la nuit, parce que si elle passe une nuit bloquée et pendue dans le vide au milieu de la paroi, ça peut être clairement dramatique pour elle. Donc c'est ça qui finalement fait pencher la balance et qui fait que on décide de les rejoindre à tout prix ce jour-là. Et donc on y arrive. On y arrive. Mais oui, j'allais y venir. À ce moment-là, on arrive au départ de la partie verticale. Donc on voit les filles qui commencent à descendre vers nous. Nous, on avait prévu dans notre plan du coup d'ascension qui est devenu un plan de secours, de grimper le maximum la première journée vers elle, de fixer des cordes, donc d'attacher les cordes à la montagne sur lesquelles on pourrait remonter le lendemain pour ensuite les rejoindre, franchir environ 300 mètres et les rejoindre le lendemain. Sauf que les voyant venir vers nous, ce plan est tombé à l'eau. On grimpe environ une centaine de mètres, donc là c'est de l'escalade voilà, comme on était censé faire en fait à la base. Et là on les aperçoit, on a encore les images, c'est comme un beau moment de soulagement de voir qu'elles sont toutes les deux là, qu'elles nous parlent, qu'elles ont l'air d'avoir les idées en place, quoi, parce que nous on n'avait aucune idée de leur état. Il y a beaucoup de choses positives. Donc, et puis nous, ça nous facilite grandement le secours. Nous, ça nous facilite parce qu'on passe de 2 jours à quand même laborieuse dans une face à 6000 mètres
à franchir des passages qui sont difficiles techniquement, à finalement 4 heures d'ascension et les filles sont déjà là. Donc le soulagement il est double. À la fois elles sont là, elles sont vivantes et ça va marcher, on va pouvoir les descendre. Et puis finalement c'est plus facile que prévu, c'est pas plus mal. Elles sont aptes, ouais. Ouais, exactement. Donc, c'est elles qui nous ont rejoints sur un dernier appel. On est venu dans leur axe. À ce moment-là, on fait la jonction par corde et puis après elles nous rejoignent. Voilà, juste là. Oh my god. Oh. Last night we were so cold. You were on the tent? We didn't have a tent. Ah, no tent. It's all dropped. Only sleeping bags? Just one sleeping. Oh. Assez vite, on équipe une descente pour rejoindre une partie moins raide, une partie enneigée de la face, qui va ensuite rejoindre notre traversée. À ce moment-là, on les nourrit, on les hydrate. C'est une des premières choses qu'on a fait. Pour qu'elles reprennent des forces aussi. Exactement. C'est Faye, la première qui nous a rejoint. Faye est arrivée et je pense que je lui ai tendu une bouteille d'eau au bout de 20 secondes et elle a pas dit non. Et on lui a donné à manger. C'est que j'ai ressorti notre échaud, j'ai fait fondre de l'eau. Et là, elles ont pu boire. Aussi, Michel était complètement frigorifiée. Finalement, elles avaient sur elles un pantalon doudoune pour 2 et un sac de couchage et des grosses doudounes. Mais sans pantalon doudoune, c'est vite désagréable. Donc à ce moment-là, quand on les a rejoints, c'est Faye qui avait le pantalon doudoune. Et Michel m'a assez vite demandé si on n'en avait pas un pour elle. Sachant que nous, on était en mouvement, du coup, à ce moment-là, moi, je le portais pas le mien. Je lui ai immédiatement donné le mien. Et c'était un moment qui était assez puissant parce que déjà, comme on n'était pas en communication, elles savaient pas qu'il y avait une caravane terrestre qui venait vers elles. Elles étaient persuadées que nous, on venait pour tenter le sommet. Et donc, on a compris après que c'est pour ça qu'elles ont commencé malgré tout à jeter leur dernière force dans la bataille en commençant la descente en rappel. C'est qu'elles ont eu peur qu'on se croise et qu'on les laisse sur la montagne pour aller au sommet. On entendait énormément de bruit et en se concentrant un peu, on a fini par comprendre qu'elles criaient SOS. SOS, SOS, SOS. Donc au bout d'un moment, quand on a été à portée de voix, et je me souviens très bien leur avoir dit, d'ailleurs c'est dans une des vidéos, on a dit mais on vient vous chercher. On vient pas pour faire le sommet, on vient vous chercher. Et donc là, elles ont hurlé de joie. Elles ont dit ah super, on n'avait pas compris. Et du coup, quand on fait la jonction, là les nerfs lâchent. Et en particulier Faye, elle s'est nerveusement un petit peu effondrée et elle s'est mise à se livrer un petit peu dès son arrivée au relais. Elles étaient tellement soulagées et heureuses à l'idée que le cauchemar allait s'arrêter et qu'elles allaient vivre, que ça a été quand même vraiment un moment hyper émouvant et hyper intense pour nous 5 en fait, pour les 2 cordées complètes. I think without you guys tonight would have been really dangerous for you. Yeah. Tout le monde est vivant. Good night. Good night. Well done, warrior. Ça reste un souvenir assez puissant quand même de notre ascension. On sent quand vous en parlez effectivement. Oui. C'est vraiment, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé et là d'en reparler, on le revient un petit peu. On en a beaucoup parlé il y a 2 semaines et là d'en reparler, c'est vrai que moi ça me ramène dans ces moments. C'est des moments qu'on n'oubliera pas quand même. Là, on voit d'ailleurs des images de récupération finale par l'armée indienne. En tout cas, ça restera effectivement une expérience incroyable autant pour elle que pour vous et ça montre aussi la difficulté de votre métier aussi tous les jours, aussi bien dans les sauvetages que dans ces sommets que vous tentez d'atteindre à chaque fois. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis au micro de Skyrock PLM. On vous souhaite une très belle continuation et un bon retour aussi à Chamonix. Merci Léa. Merci.